Si Helvétius, qui était un homme d'excellente éducation, qui savait si bien recevoir ses amis et avait une telle audience dans le monde parisien de la culture de son temps, a fait un tel scandale par ses écrits, c'est sans doute qu'il n'est pas un simple pédagogue ordinaire. Et pourtant, à lire ces textes, on retrouve toute une série de formules qui rappellent non seulement l'esprit, mais encore la lettre des œuvres des pédagogues de son temps, et en particulier de Rousseau. Alors, si vous voulez, nous allons naïvement commencer par le considérer comme un pédagogue, et nous demander ensuite pourquoi ce pédagogue a fait un tel scandale. Et tout d'abord, il a une conscience extrêmement aiguë des contradictions dans lesquelles se développe l'éducation contemporaine. Contradiction qui apparaît, qui saute aux yeux lorsqu'on examine les méthodes courantes de l'éducation. Un apprentissage du latin qui s'étend pendant 6 ou 7 années d'école, un apprentissage des mots, une ignorance des choses, bref, une méthode d'éducation formaliste qu'Helvétius, comme Rousseau lui-même, qualifie de scolastique. Cet enseignement humaniste, purement scolastique, est en contradiction avec les besoins du temps, c'est-à-dire avec le développement des arts, des sciences, des techniques du temps, n'est-ce pas, illustré en particulier par tous les développements de l'encyclopédie. On éprouve à ce moment-là le besoin de former des hommes qui soient autre chose que de simples rhétoriqueurs. Si vous voulez, c'est cette première prise de conscience qui inspire à Helvétius toute une série de réformes qui ne sont pas originales chez lui, qu'on trouve déjà chez Locke, qu'on trouve également chez Rousseau. Par exemple, suppression d'un enseignement à base de latin. On apprendra aux enfants des langues nationales, on les instruira des sciences techniques et on fera jouer sur eux l'éducation naturelle des objets. C'est-à-dire qu'on leur apprendra la physique dans le maniement des corps solides, on leur apprendra la dynamique dans le maniement des liquides, etc. C'est-à-dire qu'on les mettra dans des conditions telles que la nature leur enseignera elle-même ses propres lois. On passera des mots aux choses. Mais ce qui est plus important, c'est qu'Helvétius va un peu plus loin. Rousseau, d'ailleurs, va également jusque-là. Dans la prise de conscience des origines de cette contradiction de l'éducation. Helvétius déclare que l'on enseigne aux enfants, non seulement dans les familles, mais également dans les écoles, toute une série de préceptes de conduite qui sont en fait en contradiction avec le cours du monde. On enseigne aux enfants des préceptes de vertu, mais lorsqu'ils deviennent des hommes, le même père qui leur enseignait des préceptes de vertu leur enseigne à ce moment-là des préceptes tout à fait cyniques qui sont destinés à leur permettre de réussir dans le monde, qu'il s'agisse du monde politique, qu'il s'agisse du monde social ou du monde économique. Il y a donc une contradiction fondamentale entre la morale qui est enseignée aux enfants, les préceptes qui leur sont enseignés par les parents et par leurs maîtres d'école, et les lois immanentes qui gouvernent la nécessité du monde. Et ce monde est évidemment un monde social. Et par là, nous débouchons sur une seconde prise de conscience, non seulement la contradiction des méthodes de la pédagogie, mais la contradiction fondamentale qui commande cette première contradiction. Si nous en restons sur le plan de l'éducation entendue comme pédagogie, et si l'on confronte la pensée d'Helvétius à celle de Rousseau, on est forcé de constater que sur bien des points, leurs projets se recoupent, ou même se recouvrent complètement. Mais ce qui est tout à fait frappant, en particulier dans les chapitres de l'esprit et de l'homme, où Helvétius examine ses rapports avec Rousseau, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'Helvétius adresse à Rousseau un certain nombre de reproches qui sont liés à des problèmes pédagogiques, mais qui dépassent singulièrement l'horizon de ces problèmes pédagogiques. En particulier, Helvétius reproche à Rousseau de croire à la bonté originelle de l'homme. Il lui reproche également d'attribuer une importance démesurée à ce qu'il appelle l'organisation de l'homme, c'est-à-dire à sa constitution organique. Et Helvétius reproche également à Rousseau de croire à l'existence d'un instinct moral inné. Eh bien, ces reproches nous font découvrir derrière des disputes ou au contraire des accords sur des problèmes pédagogiques, un arrière-fond théorique, n'est-ce pas, qui distingue radicalement Helvétius de Rousseau. Et ceci nous permet d'accéder à ce que j'appellerais le second sens du mot éducation chez Helvétius, qui n'est plus cette fois un sens pédagogique, mais qui est une éducation entendue, comme il le dit lui-même, au sens très large, et qui concerne non pas du tout l'apprentissage que l'on propose au petit homme, mais la production des hommes dans l'histoire universelle elle-même. Autrement dit, sous le vocable d'éducation, nous avons affaire chez Helvétius à une théorie de l'histoire humaine. Et c'est cette théorie qu'il est peut-être intéressant d'examiner maintenant. Si nous voulons caractériser la conception qu'Helvétius se fait de l'histoire humaine sous les espèces de ce concept généralisé de l'éducation, nous devons dire qu'il considère que l'homme en naissant n'apporte, pour ainsi dire, absolument aucune structure à sa propre existence. L'homme naît dans un état de plasticité absolue.
et qu'il est entièrement formé par ce que Helvétius appelle le hasard, dont on voit très rapidement qu'il est en fait commandé par les structures du milieu dans lesquelles l'individu lui-même se trouve. Le hasard pour le petit enfant, dont la nature est absolument vierge et pure passivité. Le hasard, c'est tout d'abord le milieu familial dans lequel il vit, les parents auxquels il a affaire, la nourrice qui le nourrit, qui lui adresse telle ou telle parole, telle punition que le petit enfant aura subie. Alors, sous les espèces de ce concept qui en lui-même apparaît non structuré de hasard, ce que pense Helvétius, c'est en fait l'influence d'un milieu qui, dès la petite enfance de l'individu, est lui-même structuré, c'est le milieu familial. Et la seconde éducation au sens large que subit le petit homme, c'est l'éducation qu'il subira lorsqu'il deviendra adolescent, puis majeur, c'est-à-dire lorsqu'il entrera en contact avec un milieu plus vaste que le petit milieu de l'enfance familiale, c'est-à-dire avec le milieu de ses amis proches, ensuite de la société dans son ensemble. Et c'est ce second milieu qui, à ce moment-là, agira sur lui sous la forme du hasard, et qui, dans une certaine mesure, dans une grande mesure, imprimera en lui ses propres caractères, et le constituera, le produira à proprement parler. Ce qui fait que Helvétius nous représente l'histoire de l'homme comme l'histoire de la production intégrale de l'homme par l'influence du milieu sur un individu conçu lui-même comme une nature purement plastique. Et c'est cette vue générale, si vous voulez, qui nous permet de comprendre la double réfutation à laquelle Helvétius se livre lorsqu'il critique en particulier les théories de Diderot et celles de Rousseau. Autrement dit, pour Helvétius, l'homme n'est pas sous la dépendance de son organisation, au sens de Diderot, c'est-à-dire sous la dépendance de sa constitution physiologique, nerveuse, sur les dispositions internes de son cerveau. N'est-ce pas ? Diderot dira, si l'on ouvrait le cerveau d'un sot, on verrait pourquoi il est sot, d'un génie, on verrait pourquoi il est génie. Nous verrons tout à l'heure que le déterminisme absolu par le milieu, chez Helvétius, c'est proprement la figure de la liberté humaine, alors que le déterminisme radical chez Diderot par l'organisation interne de l'individu est aux yeux d'Helvétius, n'est-ce pas, la figure du déterminisme par, non pas de la liberté, mais au contraire de la fatalité. Le second adversaire que réfute Helvétius, à partir de ses propres positions, c'est justement Rousseau. Dans la mesure où pour Rousseau, on n'a pas affaire, quoi qu'en dise Helvétius, à une influence prépondérante de l'organisation de l'individu sur son histoire. L'individu, pour Rousseau, n'est pas préformé organiquement à tel ou tel destin. Mais ce à quoi Helvétius est particulièrement sensible, c'est à une autre forme de structure innée que l'individu apporte au monde en naissant et en se développant, l'individu de Rousseau. C'est justement cette disposition instinctive à la sensibilité morale qu'il découvre en lui, qui lui est donnée en naissant. Il suffit de se reporter au second discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes pour voir que Rousseau attribue comme une qualité originaire, comme une structure fondamentale de l'être humain, la liberté à l'homme. Et cette liberté est essentiellement conçue par lui comme une liberté morale, c'est-à-dire comme l'équivalent de l'instinct moral. Bien, Helvétius réfute également cette structure originaire de la nature humaine, parce que c'est une structure qui, par conséquent, commanderait tout le destin de l'humanité. Et il veut que l'homme soit parfaitement nu, sans aucune structure originaire, soumis par conséquent à toutes les influences extérieures du milieu. Nous avons ici affaire à un radicalisme tel qu'il n'a peut-être jamais été énoncé, un radicalisme de l'influence du milieu sur le développement de l'homme, c'est-à-dire à une production intégrale de l'homme par sa propre histoire. Et lorsqu'Helvétius dit que l'homme est entièrement formé par le hasard, nous découvrons, je l'indiquais à l'instant, que dans l'éducation du petit enfant, la première forme du hasard, c'est le milieu familial immédiat. Dans l'éducation de l'adolescent et de l'homme fait, la seconde forme du hasard, c'est le milieu social ambiant, environnant, qui est un milieu très vaste puisqu'il recouvre toute la société. Et je crois que si l'on veut énoncer la pensée la plus profonde d'Helvétius, c'est celle qui essaierait de penser l'ensemble de ces milieux, de ces différents milieux que l'homme traverse au cours de son existence individuelle, sous un concept unique. Et ce concept unique, il est tout à fait étonnant de le rencontrer chez Helvétius sous la forme du concept de gouvernement. La société est résumée par Helvétius dans ce qu'il appelle son gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble de ses lois qui commandent ses mœurs, qui commandent ses institutions, qui commandent jusqu'aux détails de l'éducation, par conséquent jusqu'aux formes les plus fines de l'influence du milieu sur l'individu. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que va s'opérer le renversement de toute la pensée d'Helvétius, et qu'Helvétius va peut-être nous livrer son arrière-pensée, sa pensée la plus profonde qui a fait, enfin, qui est sans doute à l'origine du scandale que ses œuvres ont produite de son temps. Mais je crois, Helvétius l'a dit en propres termes à plusieurs reprises, on pourrait apporter ici des textes très précis, que cette théorie généralisée de l'éducation
était à ses yeux la présupposition théorique qui lui permettait de penser une réforme radicale de l'humanité par une réforme radicale de son mode de gouvernement. Si effectivement les hommes deviennent des sots, s'ils deviennent des faux ou s'ils deviennent des génies parce qu'ils vivent sous telle ou telle forme de gouvernement, si la démonstration est faite de la toute-puissance du gouvernement sur la formation et sur le destin des individus, la conclusion qu'en tire Helvétius est radicale, mais elle est très simple. Il suffit de changer la forme de gouvernement pour changer la nature humaine et le destin de tous les individus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, à partir d'une réforme du gouvernement, une réforme de la société telle que les hommes ne seront plus faux, ne seront plus vicieux, ne seront plus sots, qu'on pourra en quelque sorte à volonté produire des génies. Et qu'en tout cas on pourra produire pour les besoins de la société les hommes ayant des dispositions telles qu'ils satisferont par avance aux fonctions que la société leur destine. Nous sommes bien obligés de constater que le destin de ce radicalisme théorique est tout simplement un réformisme assez plat. Car en définitive, après avoir fondé cette idée sur une théorie générale de l'éducation, sur une théorie générale de l'histoire humaine, il est bien difficile de donner à cette idée une autre forme de réalisation que la forme dominante de l'utopie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'appel au despote éclairé. Et Helvétius, finalement, ne propose aucune méthode révolutionnaire qui soit capable d'appliquer sa pensée révolutionnaire. Tout son effort politique se limite à espérer l'avènement d'un prince, d'un despote qui sera suffisamment éclairé pour comprendre qu'il est nécessaire de réformer le gouvernement, de faire régner la vertu, de contraindre, de nécessiter, comme il dit, les hommes à la vertu, n'est-ce pas, et de transformer la nature humaine par la transformation du gouvernement. Il appliquera la théorie générale de l'éducation d'Helvétius à l'humanité, et il sera aussi le pédagogue, c'est-à-dire que dans cette théorie générale de l'éducation politique, on trouvera aussi un secteur qui sera celui de l'éducation au sens pédagogique, au sens étroit dont nous sommes partis au début, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on réformera les collèges. Mais l'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire au sens politique du terme, est entièrement entre les mains d'un individu miraculeux qui, ou bien surgira un jour dans le monde politique, ou bien aura le génie de comprendre la profondeur de la pensée d'Helvétius et de se rendre à ses évidences. C'est-à-dire qu'il sera suffisamment éclairé pour faire la réforme qu'Helvétius attend lui-même de l'histoire. Les reproches qu'Helvétius adresse à Rousseau ont peut-être en définitive une signification qui peut nous éclairer à la fois sur le caractère radical de sa théorie et sur le caractère réformiste de sa prise de conscience politique. C'est qu'en définitive, il se propose un objectif dont il ne pense pas les moyens. Je ne dis pas que Rousseau pense les moyens d'une véritable réforme politique, mais je dirais qu'il est manifestement beaucoup plus conscient des contradictions dans lesquelles se trouve la société de son temps. En particulier, Rousseau ne pense pas qu'une réforme politique générale puisse être atteinte par ce que nous pourrions appeler une réforme de l'entendement, c'est-à-dire par le plaidoyer pour la vérité. Rousseau ne pense pas que la vérité éclairera les esprits du simple fait qu'elle soit énoncée. Et au fond, c'est l'utopie qui domine dans toute la pensée des Lumières en France et en Allemagne, enfin dans l'Europe à cette période, c'est l'idée que la vérité peut être efficace par elle-même. Et c'est une pensée que Helvétius partage. Mais Rousseau n'a pas cette conviction. Rousseau pense que le combat entre la vérité et l'erreur est un combat qui prend une forme humaine, qui n'est pas un combat d'abstraction, et qui est un combat qui oppose les hommes entre eux à un niveau beaucoup plus modeste, beaucoup plus matériel, beaucoup plus concret. Ce qui fait que, personnellement, j'aurais tendance à conclure que le radicalisme d'Helvétius est un radicalisme qui reste abstrait, qui reste purement théorique, et que les contradictions qu'Helvétius reproche à Rousseau sont peut-être au fond l'indice chez Rousseau d'une pensée plus profondément sensible aux contradictions réelles et aux conditions effectives, non seulement de l'existence des hommes, de leur croissance, de l'histoire humaine, mais même des problèmes politiques de son temps. La question du positivisme est une question cruciale pour le marxisme, car dès qu'on dit il faut laisser la philosophie de côté, il faut se mettre à la science, aussitôt on pense que la philosophie est morte. Et on pense que c'est ainsi que Marx a supprimé la philosophie. Exactement, si vous voulez, comme la physique galiléenne a supprimé la philosophie aristotélicienne des qualités sensibles. Alors, si nous avons affaire à ça, effectivement, nous sommes devant une science qui va se développer, c'est tout, il n'y a plus de philosophie du tout. Et c'est ça le positivisme. Je dis c'est ça le positivisme, non pas que le positivisme soit ça. Le positivisme est une doctrine philosophique, celle d'Auguste Comte. Nous la laissons de côté, si vous voulez. Nous pensons à ce que peut être une espèce de philosophie qui, justement, ne serait pas une philosophie, qui consisterait tout simplement à dire « il n'y a plus de philosophie et nous avons affaire à la science toute nue ». Bon. Eh bien, justement, la pensée marxiste n'est pas ce type d'absence de pensée. La philosophie marxiste n'est pas ce type d'absence de philosophie. Pourquoi?
Pour la raison suivante, c'est que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est un non-sens. Parce que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est l'idée que le savant se fait de sa science. Et pour Marx, c'est une idée que le savant se fait de sa science. C'est donc une idéologie sur la science. C'est une idéologie spontanée sur la science. Seulement, cette idéologie scientifique n'est pas non plus purement scientifique, n'est pas non plus une science toute nue, n'est pas non plus une théorie toute nue. C'est une théorie ou c'est une idéologie qui comporte des éléments scientifiques, mais qui baigne aussi dans des éléments idéologiques, dans des éléments non scientifiques. Et je crois que Marx, la philosophie de Marx, si vous voulez, est la seule philosophie qui prenne au sérieux cette réalité, c'est-à-dire qui dise à la science, tu n'es pas une science toute nue, prends conscience de ce que tu es, prends conscience de ce dans quoi tu baignes, et critique ce dans quoi tu baignes, critique l'idéologie dans laquelle tu baignes, et donne-toi l'idéologie de ce que tu fais réellement, donne-toi l'idéologie de tes propres actes, de ta propre pratique. Et c'est cela la philosophie marxiste, dans son cœur. C'est d'être la philosophie de la pratique réelle de la science, c'est-à-dire à la fois la critique de toute idéologie qui spontanément assiège toute pensée scientifique, et d'être en même temps la formulation de la pratique effective du savant, dans sa pratique scientifique même. Si vous voulez, c'est en cela que le marxisme ne peut pas être du positivisme, c'est-à-dire une science toute nue, c'est au contraire la théorie de cette réalité que la science n'est jamais une science toute nue, c'est la prise de conscience et la définition de ce qui habille toute science, c'est-à-dire de son contexte historique, de sa réalité historique, du champ historique dans lequel chaque science vit, chaque science se développe, c'est-à-dire des éléments idéologiques qui menacent à chaque instant l'activité du savant, et des éléments idéologiques dont il a aussi besoin pour se défendre contre l'idéologie qui le menace et qui l'assiège. Cette prise de conscience poussée à ses extrêmes conséquences, c'est cela, le matérialisme, pour Marx. Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est, d'une part. Par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de la critique des illusions, de la critique des mythes est profondément ancré chez Marx, c'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est là la première exigence du matérialisme. La seconde exigence du matérialisme, c'est, et celle-là est évidemment beaucoup plus profonde encore, car la première n'est que critique, mais la deuxième est positive. C'est de considérer que toute activité humaine est située dans l'histoire. Que cette situation dans l'histoire ne peut pas être comprise simplement par un simple mot, comme un certain nombre de philosophes le font maintenant. Ce n'est pas l'historicité qui explique le fait d'appartenir à l'histoire, l'appartenance à l'histoire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quel champ historique déterminé une activité appartient. C'est-à-dire à quelle structure sociale existante, à quelle formation sociale existante une activité déterminée appartient. Et c'est de savoir sur quoi est fondée cette formation sociale déterminée, c'est-à-dire de connaître le mode de production dominant sur lequel toute une formation sociale est fondée. Le matérialisme, dans cette seconde acception positive, est une pensée qui rapporte toutes les formes d'activité à l'activité fondamentale, à la pratique fondamentale d'une formation sociale déterminée, c'est-à-dire d'un temps déterminé. C'est ainsi que pour Marx, l'activité scientifique est reliée, évidemment par toute une série d'intermédiaires, au mode de production déterminant, au mode de production dominant d'une formation sociale déterminée. Il n'est pas possible de comprendre, par exemple, le développement prodigieux de la recherche scientifique dans la période contemporaine sans savoir qu'elle est liée à des modes de production qui attaquent la matière dans des domaines stratégiques qui autrefois étaient interdits à la pratique humaine. Si vous avez bien voulu nous suivre jusqu'aux dernières conséquences de ce qu'est la critique de la philosophie chez Marx, c'est-à-dire si vous avez bien voulu accepter que cette critique de la philosophie n'était pas un positivisme, si vous avez bien voulu accepter que cette critique supposait une pensée positive et que cette pensée positive était la mise en évidence des conditions fondamentales de toute activité humaine, y compris l'activité scientifique, comme reliées à ces conditions historiques dominantes, c'est-à-dire en l'espèce au mode de production existant dans une formation sociale déterminée, à partir de ce moment-là, vous nous avez suivis jusqu'au point où Marx a voulu aller, c'est-à-dire jusqu'au point où sa pensée théorique est en prise directe sur la réalité. C'est à la fois pour rencontrer cette réalité, et en même temps c'est parce que l'ayant rencontrée,
il voulait montrer qu'elle concernait toute l'activité humaine, qu'il a énoncé cette pensée sous cette forme. Et c'est pourquoi sa pensée n'est pas une philosophie ou n'est pas une science nue, mais une science doublée d'une philosophie qui est la philosophie même des conditions de possibilité réelles, historiques de cette science. Puis à la 11e thèse sur Feuerbach, Marx dit jusqu'à présent, le monde, les philosophes l'ont interprété de façon diverse, il s'agit maintenant de transformer. Bon, ce texte, si vous voulez, peut avoir des résonances volontaristes, comme s'il s'agissait un beau jour de se décider à passer aux actes, c'est-à-dire de rompre avec une attitude théorique et philosophique contemplative, purement passive, celle d'un regard, celle de l'intelligence des choses, pour passer à une attitude pratique, une attitude de l'action politique, de l'action révolutionnaire. Eh bien, je crois que ce serait mal comprendre la pensée de Marx. Car il s'agit de transformer le monde pour une raison fondamentale, c'est que le monde est lui-même transformation de soi. C'est que le monde est mouvement perpétuel. C'est que le monde est le devenir des sociétés humaines, le devenir des pensées humaines, le devenir des rapports des hommes entre eux, le devenir des rapports des hommes à la nature. Et toute cette transformation pratique est l'essence véritable de l'existence humaine, et dont la théorie n'est qu'un moment, c'est-à-dire dont la théorie n'est que la réflexion, dans des conditions déterminées, dans l'esprit des hommes. Tout ce mouvement repose en définitive sur la pratique fondamentale, c'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent avec la nature, la façon dont les hommes s'attaquent à la nature, le type de rapport qu'ils entretiennent avec elle. Ce type de rapport change. Quand on cueille des fruits aux branches d'un arbre, quand on plante un arbre pour en cueillir les fruits, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on chasse une bête dans les bois, ou quand on garde des troupeaux dans des prés, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on laboure la terre, au lieu de ramasser les fraises sauvages que le printemps peut y avoir fait pousser, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on fouille la terre pour y trouver du minerai, ce n'est pas le même type de rapport, etc. Je ne développe pas. Vous voyez qu'on peut entretenir avec la nature des types de rapports différents, et que ces rapports sont des rapports fondamentalement actifs, fondamentalement pratiques, c'est-à-dire supposent un certain mode de production, comme dit Marx, caractérisé. Eh bien, si vous voulez, toute l'histoire humaine étant commandée en dernière instance par le mode de production existant et par la transformation des modes de production, vous voyez que le monde, c'est-à-dire le monde des hommes, le monde de l'histoire humaine, et le monde des hommes dans leur rapport avec la nature, est en perpétuelle transformation, et transformation de soi. Et lorsque Marx dit qu'il faut transformer le monde, il veut dire simplement qu'il faut que les hommes s'insèrent consciemment et organisent leur activité consciente de manière à s'insérer dans cette transformation qui se fait dans ce monde dont l'essence est de se transformer. Il faut que les hommes s'insèrent dans cette transformation du monde pour hâter la transformation qui est en cours. Il faut que les hommes s'insèrent pratiquement, politiquement, dans leurs organisations pour hâter pratiquement la gestation qui est en cours de nouvelles formes de rapports des hommes entre eux et de nouvelles formes de rapports des hommes à la nature. C'est-à-dire reconnaître la nécessité qui est en cours, reconnaître le type de nécessité de la transformation du monde qui est en cours, d'une part. D'autre part, s'organiser de telle sorte que la conscience devienne agissante, c'est-à-dire organisée dans l'espèce des partis politiques. Pour Marx, il s'agissait de ça. Et des partis politiques organisés de telle manière qu'ils fussent efficaces et qu'ils s'insérassent exactement dans le devenir politique et social du monde, c'est-à-dire dans la nécessité même, au point exact. Il ne s'agit pas de rater le train de l'histoire, il faut monter dans le train au bon moment. Il faut savoir à quel moment s'insérer dans un processus nécessaire. On ne peut pas s'insérer n'importe où, n'importe comment, et à n'importe quelle condition. Penser toutes ces conditions, les réaliser, c'est cela, la conscience que Marx appelle. Et c'est cela, la conscience dont il attend justement cette accélération du mouvement de l'histoire et de la nécessité de l'histoire. C'est cela, transformer le monde, c'est s'insérer dans sa transformation de façon consciente pour en hâter l'échéance. Nous savons tous que Sartre a écrit un jour que le marxisme était la philosophie indépassable de notre temps, que toute la pensée contemporaine était dominée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas,
par la problématique philosophique de Marx. Je crois qu'il a bien posé le problème, mais je ne sais pas s'il l'a posé dans des termes qu'un marxiste pourrait assumer, pourrait accepter. Quoi qu'il en soit, cette phrase de Sartre met en évidence ce fait, c'est que, pour les contemporains, Marx, philosophe, est vivant comme philosophe. Alors, la première question que nous devons nous poser, c'est la question suivante: en quoi Marx est-il considéré par nos contemporains comme philosophe? Oui, et il est même une presse la plus courante. Oui. Alors, si nous essayons de remonter jusque dans les régions, dans les réduits, si vous voulez, où l'on essaye de définir ce que peut être la philosophie de Marx pour les contemporains, je dirais de manière très schématique, si vous permettez cette division, ce classement, je dirais que Marx est considéré par nos contemporains comme philosophe pour trois raisons. Je veux dire que nous nous trouvons devant trois interprétations de la pensée de Marx comme philosophie. Bon, la première interprétation, c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, une interprétation philosophique de type humaniste, éthique, plus ou moins moral, plus ou moins religieux, etc. Dans cette interprétation, Marx est considéré comme un philosophe comme les autres, animé par un profond sens de la liberté, des valeurs humaines, un profond sens de la réalité de l'homme, et qui a protesté de toutes ses forces dans des textes philosophiques et aussi dans des textes techniques, économiques, contre ce qu'on peut appeler l'aliénation de l'homme dans la civilisation moderne. Ce Marx-là est déclaré philosophe par toute une série d'interprètes, aussi bien certains sociodémocrates que certains catholiques, que certains libéraux. Et ils reconnaissent Marx comme philosophe parce qu'ils reconnaissent en lui un philosophe humaniste. Mais ils ne sont pas les seuls à dire Marx philosophe. On peut considérer qu'il existe une autre forme d'interprétation selon laquelle on reconnaîtrait à Marx une vertu philosophique et une pensée philosophique pour d'autres raisons. On peut considérer par exemple que Marx a fait la philosophie de l'ère industrielle moderne. Non pas dans la mesure où il a dénoncé l'aliénation de l'homme, le salariat, le travail forcé, le travail parcellaire, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., mais dans la mesure où il aurait saisi en quelque sorte ce qui constitue l'essence de notre temps, c'est-à-dire, disons, l'essence d'une civilisation technique ou technicienne. Il existe toute une série d'interprétations qui mettent en évidence ce que l'on pourrait appeler, chez Marx, une philosophie de la technique, comme constituant l'essence de la période moderne que nous vivons. Il existe aussi des interprétations de la pensée de Marx qui rapportent Marx au moment même dans lequel il vivait. Et entre ces deux interprétations, il y a une espèce de parenté profonde. Marx serait au fond quelqu'un qui a exprimé à sa manière, philosophiquement, et dans ses travaux économiques, la vérité d'un temps, disons, celui de la plus grande expansion industrielle du XIXe siècle. Bon, et dans cette mesure, ce serait un philosophe qui nous intéresse toujours, mais qui serait relativement dépassé par notre temps, dans la mesure où peut-être la vérité de notre temps n'est plus celle du XIXe siècle. Le marxisme serait une philosophie, je dirais, une Weltanschauung, une conception du monde correspondant à un moment de l'histoire. Ce serait la deuxième interprétation possible de la philosophie de Marx. J'en vois encore une troisième, qui est celle que Sartre a donnée, qui représente alors un effort philosophique plus profond, mais aussi dans un sens très traditionnel. Vous savez quel est le sens de la tentative de Sartre. Sartre a tenté de montrer que Marx avait à bon droit proposé une méthode d'explication de l'histoire qui la rendait intelligible. Mais Sartre a dit également que Marx n'avait pas justifié sa propre méthode, c'est-à-dire que Marx n'avait pas fondé l'intelligibilité de l'histoire, c'est-à-dire que Marx n'avait pas fondé ce qui lui permettait de parler de l'histoire comme d'un objet pouvant être intelligible, pouvant être connu. Et pourtant, Sartre pense que Marx a donné dans ses écrits philosophiques tout ce qu'il fallait pour fonder sa propre tentative scientifique, en particulier dans le concept de praxis. Et ce que Sartre tente alors, de nos jours, c'est de donner à la philosophie marxiste, à la pensée marxiste, aux analyses marxistes, leur titre de validité. Vous voyez, ce qui est ouvert, c'est un autre domaine de réflexion, c'est le domaine de réflexion sur la possibilité même de parler de l'intelligibilité de l'histoire. Ce qui est tout à fait frappant quand on lit Marx de près, c'est que Marx s'est trouvé lui-même en face de problèmes ou d'interprétations qui sont tout à fait semblables à ceux que nous rencontrons de notre temps. Évidemment, il faut tenir compte d'un certain nombre de différences. Mais finalement,
Marx n'a pu devenir lui-même qu'à la condition de se libérer, précisément, et toute son œuvre en est le témoignage, de la tentation, que je dirais philosophique au sens de philosophique humaniste, c'est-à-dire de la tentation d'une philosophie qui développerait les valeurs humaines fondamentales, la liberté, l'égalité, les valeurs positives de l'homme, et qui appliquerait ces valeurs comme une norme critique à la réalité empirique de l'histoire. C'est en dépassant ce point de vue, en le critiquant, que Marx est devenu lui-même Marx. Je dirais aussi que c'est en critiquant la philosophie comme Weltanschauung, comme conception du monde, comme exprimant un moment de l'histoire, c'est-à-dire en critiquant la philosophie comme idéologie historique, que Marx est devenu lui-même. Et je dirais aussi, plus fondamentalement peut-être, et je pense ici à Sartre, que c'est en critiquant la prétention philosophique comme la prétention d'une réflexion qui veut fonder le sens originaire de la vérité, qui veut en quelque sorte saisir la vérité à sa naissance, saisir le moment où la vérité apparaît au monde, véritablement la vérité à l'état naissant. C'est en critiquant cette prétention que Marx est devenu Marx, c'est-à-dire qu'il s'est libéré justement de tout ce qu'il considérait comme de la philosophie. Autrement dit, nous n'avons pas simplement affaire chez Marx à une critique de l'essence de l'homme comme abstraite, ou bien de la liberté comme abstraite. Nous avons affaire à une critique chez Marx de l'essence de l'homme ou de la liberté comme des idéologies, c'est-à-dire comme des idéaux que les hommes peuvent se proposer dans leur conscience, mais qui ne correspondent pas à la réalité effective. Une réalité correspond certes à l'idéal que les hommes ont dans la conscience, mais cette réalité n'a pas pour contenu la réalité que les hommes ont dans leur conscience. C'est là que nous atteignons, si vous voulez, pour la première fois, ce que peut être le principe d'une critique matérialiste chez Marx, c'est-à-dire refuser le primat de la conscience sur la réalité et soumettre le contenu d'une conscience, qu'il s'agisse d'un idéal historique, qu'il s'agisse de l'essence de l'homme, qu'il s'agisse de l'humanisme, à la réalité qui doit en être la norme. Et cette réalité n'est pas forcément le concret de cet abstrait, c'est une réalité différente de cet abstrait. C'est pourquoi l'abstrait est une idéologie. L'idéologie n'est pas simplement l'abstrait d'un concret, c'est une déformation du concret, c'est une déformation de la réalité. Et c'est cela, justement, la démarche fondamentale de Marx, la démarche matérialiste, c'est de soumettre ce contenu de l'idéologie, ce contenu de la conscience, à la réalité. Marx a eu très nettement conscience qu'il instaurait, qu'il fondait une nouvelle discipline scientifique. Dans la préface du Capital, il parle de Galilée. Il ne s'agit pas de faire un parallèle exact entre la fondation de la physique et la fondation d'une science de l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Marx, et aussi dans ce que j'appellerais sa pratique théorique, c'est-à-dire dans sa réfutation de tout ce qui est étranger à ce projet, Marx fonde un nouveau mode de réflexion à propos de thèmes, à propos d'objets, qui jusque-là étaient la propriété de ce qu'on peut appeler la philosophie. Marx fonde, à propos de l'objet de l'histoire, à propos de la réalité du comportement des hommes, à propos de la production de l'économie politique, à propos des lois de l'économie politique, à propos du développement historique des formations sociales, à propos des révolutions, Marx fonde ce que nous devons considérer, si nous voulons entrer dans l'essentiel de sa pensée, comme une discipline scientifique. Et ce qui distingue peut-être la science nouvelle qui se fonde avec Marx des sciences anciennes, c'est que Marx est obligé, par l'objet même qu'il considère, de se livrer à une critique radicale de la philosophie, et en même temps de constituer une théorie de la philosophie qu'il rejette. Marx est obligé de rejeter la philosophie et est obligé de faire une théorie de la philosophie, car la philosophie est un des objets qui existent dans le domaine de l'histoire. La philosophie, Marx la rencontre comme objet d'étude. Il est donc obligé à la fois de s'en libérer et en même temps d'en faire la théorie. C'est en cela, si vous voulez, que la pensée de Marx a vis-à-vis de la philosophie des exigences que les anciennes disciplines scientifiques n'avaient pas. Lorsque la physique s'est trouvée fondée, elle n'avait pas, si vous voulez, à rendre compte. Elle avait à rejeter une certaine philosophie de la physique, c'est certain, mais elle n'avait pas à faire la théorie de la philosophie. Elle ne rencontrait pas la philosophie dans le monde physique. On peut en dire autant de la plupart des disciplines scientifiques. C'est l'histoire seule qui rencontre la philosophie de deux façons, à la fois comme ce dont elle doit se débarrasser et ce dont elle doit rendre compte. Car la philosophie fait partie du monde de l'histoire, c'est-à-dire fait partie de son objet. Et c'est pourquoi on peut dire que l'exigence de critiquer la philosophie et en même temps de la penser
n'est-ce pas, est au cœur de la pensée marxiste, est au cœur de la tentative de Marx. Et on peut dire à l'inverse que si Marx n'avait pas eu cette exigence fondamentale et de critique de la philosophie, et de penser la philosophie qu'il critiquait, il aurait passé à côté d'un problème essentiel au domaine qu'il occupait. Et si vous voulez, nous avons là déjà une première preuve du fait que Marx a vraiment pris au sérieux sa tentative et en a développé toutes les implications. Marx ne pouvait pas ne pas critiquer la philosophie, mais il était obligé aussi, par son entreprise même, de faire la théorie de la philosophie comme idéologie. Et il l'a fait.